Bonjour à tous. Alors déjà, je vais demander qu'on me plonge dans le noir le plus complet possible pour essayer d'avoir une définition de l'image la meilleure possible. Voilà, donc dans le cadre de ce congrès, nous devions nous intéresser aux matières premières. Donc moi, comme j'aime tout ce qui est bling-bling, tout ce qui brille, euh, j'ai choisi de m'intéresser aux matières précieuses, donc l'or, l'argent et la soie. Donc je vous propose un petit panorama sélectif, malheureusement, parce qu'il faut que j'arrive à faire rentrer tout ça dans 3 quarts d'heure. Donc on va s'intéresser essentiellement pour ce qui est des vêtements liturgiques, aux vêtements qui précisent eux-mêmes qu'ils ont été commandés et portés par des princes de l'Église. Donc vous allez voir ça. Qu'est-ce qu'un trésor de sacristie? Un trésor de sacristie, ce sont des objets qui sont affectés à la célébration du culte. Il y a 2 grandes catégories. Donc, ce sont pour l'une et pour l'autre des objets précieux, mais ce sont leurs objets, leurs matériaux constitutifs qui les distinguent. Alors, on a tout ce qui est vase d'autel, on disait au XVIIe siècle, qui sont constitués par de l'or, essentiellement de l'argent, donc de l'argent doré, qui peut être relevé par des émaux et enrichi par des pierres précieuses ou semi-précieuses. Et puis, il y a la soie qui est utilisée pour les vêtements liturgiques. À cette valeur du matériau utilisé s'ajoute la valeur ajoutée du travail de l'homme, de l'artisan ou des artisans successifs qui vont traiter ces matières premières. Donc ça peut être un orfèvre, un doreur, un graveur, un émailleur, et dans le domaine du textile, un tisserand, un tailleur, un brodeur ou un passementier. Passementier faisant les galons et les franges et les pompons. Donc 2 grandes catégories d'objets, les pièces d'orfèvrerie, tout ça se retrouve dans la sacristie, c'est pour ça qu'on a l'habitude d'appeler ça un trésor de sacristie. Donc toutes les pièces d'orfèvrerie, alors les vases d'autel, les calices en tout premier, les ciboires, les ostensoirs, les burettes, les croix d'autel, les chandeliers d'autel, les reliquaires. Et pour ce qui est textile, il y a 2 catégories, le vestiaire liturgique, donc qui revêt le célébrant et ses acolytes, ou les parements textiles. Donc d'un côté les chasubles dalmatiques, chapes, étoiles, etc. Et les parements textiles, ce sont les antependia, c'est-à-dire le devant d'autel qui souvent est traité dans une couleur en rapport avec la fête du jour. Ça peut être aussi les baldaquins d'hôtel ou les baldaquins de procession, tout ça en soie. Les provenances. Les provenances, là aussi, on a des cas différents suivant les catégories techniques. Les pièces d'orfèvrerie, on peut noter qu'avant la conquête française, il y a des pièces d'importation qui viennent de Gênes et de Rome, qui sont les 2 centres de production de pièces d'orfèvrerie religieuses qui affluent sur la Corse. Et il y a une part de fabrication locale pour un quart du corpus. Alors, c'est fluctuant suivant le trésor de sacristie qu'on étudie. Par exemple, à Bastia même, étant donné qu'il y a beaucoup d'orfèvres qui travaillent dans la ville, forcément que la production locale est plus importante qu'en Castaniche, par exemple. Et après la conquête française, la route de Gênes et la route de Rome se tarit quelque peu, s'amenuisent et prennent la place Lyon et Paris. Pour le vestiaire liturgique et les parements textiles, on peut noter que ce sont très majoritairement des pièces d'importation, parce que qui dit tissage dit forcément une technologie et des manufactures très particulières. On ne peut pas rivaliser dans une petite province.
Donc, ce sont très majoritairement des pièces qui arrivent de Gênes et de Rome avant la conquête française, puis après de Lyon et de Paris, après la conquête. Il y a de très rares cas de fabrication locale, toujours pour des raisons bien particulières. Soit ce sont des pièces très ordinaires, en lin par exemple, qui sont utilisées au jour le jour et qui finalement sont dépréciées et qui vont finir par disparaître. On va garder les pièces en soi, mais ces pièces ordinaires en lin vont finir par disparaître. C'est un peu comme le vestiaire de tout un chacun. Si on doit garder des vêtements, ça sera toujours les vêtements de cérémonie plutôt que les jeans ordinaires avec lesquels on a pioché le jardin. Donc, il peut y avoir aussi des cas comme un vœu personnel. Alors, demoiselle va broder elle-même une chape pour le curé de son église. Ou alors, ça peut être la réutilisation d'un vêtement. C'est-à-dire que ces soieries sont tellement coûteuses, ça prend tellement de temps à être réalisé techniquement et ça coûte vraiment une fortune que au XVIIe, au XVIIIe siècle, on n'hésite pas à léguer un vêtement. Je lègue ma robe à la française, à l'église, pour en faire un devant d'autel ou pour en faire une chasuble. Donc ça, c'est... on récupère le tissu et très souvent, ce sont des religieuses qui s'y collent. Et dans le cas de la Corse, ce sont les Ursulines et les Clarisses de Bastia qui se sont fait une spécialité des travaux de l'huile et qui vont réaliser des chasubles et des devants d'autel avec des tissus qu'on leur apporte. Voilà un exemple très concret qui se trouve à Tomino dans le Cap Corse d'une pièce très ordinaire. C'est un tissu de lin. Vous voyez qu'effectivement, ça tient plus du torchon de cuisine que de la robe de soirée. Un autre exemple qui est celui de la réutilisation d'un textile qui provient d'une robe. Là, c'est manifestement une soierie anglaise de la fin du XVIIIe siècle, des années 1790, je dirais. Donc on voit qu'il y a des tissus qui ne vont pas vraiment avec les autres. Et puis surtout, alors on voit que le dos, on a utilisé des pans de tissu en entier. Par contre, pour faire le devant, on a assemblé 4 morceaux de façon un peu disgracieuse. Vous voyez qu'il y a 2 coutures et que le motif du tissu n'est pas dans la continuité, parce qu'en fait, on a utilisé le tissu qu'on avait. Alors, je vais vous parler de la sacristie, des sacristies des villes et des sacristies des champs à travers des exemples très concrets. Pour vous parler des sacristies urbaines, je vous donnerai un panorama des sacristies de Calvi, Bastia et Ajaccio. Et pour les communes rurales, on va prendre 16 exemples. Si on est trop en retard, on pourra couper avant la fin. Mais je pense qu'on devrait arriver dans les temps. Donc, en prenant, par exemple, des sacristies de communes rurales piochées en fonction des œuvres intéressantes qu'elles conservent, tant dans le nord que dans le sud. Alors, un exemple très concret, celui de l'inventaire du patrimoine textile de Calvi. Alors, Calvi, c'est une ville pas comme les autres. Elle a été siège d'un évêché, donc ça veut dire un certain faste, puisqu'il y a une cathédrale, une église paroissiale dans le bord et un couvent franciscain désaffecté à la Révolution, des chapelles. Donc, un patrimoine textile, somme toute, riche et luxueux, hein, vraiment. On va le voir. Au XIXe siècle, ça reste quand même une sous-préfecture, et donc la ville est prospère, et le patrimoine religieux, même si certaines pièces antérieures à la Révolution disparaissent, va s'enrichir de pièces du XIXe siècle. Un inventaire sur le terrain nous a permis de comptabiliser 221 pièces textiles
qui ont été inventoriés, mesurés, étudiés. Tout ça a donné 436 clichés photographiques qui ont été réalisés. Je vous donne ça pour que vous ayez une idée du boulot qu'on fait avec Jean-Charles Javat, qui est là, mon alter ego, quand nous sommes chargés de faire l'inventaire des églises de Corse. Donc, très rapidement, pour que vous ayez une idée, voilà, imaginez le temps qu'il faut pour disposer comme il faut toutes ces pièces, les prendre en photo, rétablir les perspectives. Là, voilà un coup d'œil rapide sur les vêtements liturgiques de la cathédrale de Calvi. Donc, il y a tout ça aussi. Et puis, il y a tout ça. Et enfin, il y a tout ça. Ça fait pas mal. Mais ça, c'est que la cathédrale. Il y a aussi l'église. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. J'ai mis la cathédrale. C'est la cathédrale. Bon, vous aurez rétabli la. J'étais un peu rapide. Donc, l'église Sainte-Marie, celle en bas, et tout à l'heure, c'était la cathédrale. Donc là, nous sommes dans Sainte-Marie. Voilà ce que ça donne et ce que ça donne. C'est pas tout. Il y a aussi un oratoire de confrérie et quelques pièces qui sont dans le presbytère. Vous voyez que ça occupe quelques journées. Je vais vous donner quelques exemples concrets choisis parmi les œuvres les plus précieuses et les plus rares. Nous avons fait protéger tout ça au titre des monuments historiques. Voilà une paire de dalmatiques du début du XVIIe siècle qui est conservée à Saint-Jean, à la cathédrale donc, avec dans la partie basse des armoiries et des initiales. Un détail qui vont vous permettre d'attribuer, de retrouver le nom du commanditaire de ces deux dalmatiques, puisqu'il y a une plaque en marbre dans le chœur de la cathédrale où on retrouve exactement les mêmes armoiries et le nom du commanditaire nous saute ainsi à l'œil, Aurelio Ambrosini, O.A. De la même façon, deux autres dalmatiques ont les mêmes armoiries et les mêmes initiales. Donc c'est une commande réalisée par le même notable, enfin du moins avec le legs qu'il a laissé à l'église. Voilà les deux armoiries et la version gravée dans le marbre. Un petit coup d'œil de près pour les dalmatiques vertes qui sont dans un état de conservation éblouissant. Elles ont l'air neuves, c'est du taffetas de soie et surtout, ce qui est rare aussi, elle a gardé toutes ses passementeries d'époque. Donc les franges polychromes typiques du XVIIe siècle et ces galons, on appelle ça des galons façonnés, parce qu'il y a plusieurs fils de soie qui dessinent des motifs répétitifs. Un autre exemple de pièces précieuses contenues dans le patrimoine calvé, cette chasuble rouge, ces petits ornements, qui est clairement l'objet d'une commande de la part de la communauté, donc du podestat et des anciennes. Donc se trouvent rodées, non pas les armoiries d'un évêque ou d'un riche commanditaire, mais celles de la ville de Calvi, surmontée par Saint Jean-Baptiste, le patron de la cathédrale, et l'inscription à toutes lettres, Communita di Calvi, il manque le V et la barre du I, il y a le point du I qui reste. Voilà un détail rapproché, vous voyez le point du I qui reste sous le A. Un très beau damas de soie à motif à tréfior et que l'on retrouve dans une version verte. Cette fois-ci, il n'y a pas les armoiries de la ville, seulement Saint Jean-Baptiste, le patron de la cathédrale. Voilà le devant, le derrière. Et quand on rapproche la chasuble rouge et la chasuble verte, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait du même damas
qui est simplement traduit avec une soie de couleurs différentes. Et manifestement, le brodeur est le même qui est intervenu sur l'une et sur l'autre. Donc on peut les dater de la même époque. Dans ce corpus, on trouve aussi celle-ci avec des armoiries d'évêques. Vous voyez, un chapeau d'évêque. Et ce sont là aussi les armoiries qui vont nous permettre d'identifier le propriétaire de cette chasuble. C'est Monseigneur Pierre-Marie Giustiniani, qui a été évêque de Sagone à Calvi entre 1726 et 1741. Donc ça nous permet de dater la pièce. Pour la petite anecdote, on peut dire que ce Monseigneur Giustiniani est devenu après évêque de Vintimille en Ligurie. Un petit coup d'œil sur une pièce, un ensemble de pièces exceptionnelles. Ce sont plutôt une chasuble et les deux dalmatiques assortis en soie peinte à la main. Alors ça, c'est un exemplaire unique dans toute la Corse. Voilà la chasuble en particulier, un petit détail à rapprocher. Et en prenant deux endroits représentant les mêmes ornements, on peut vérifier que tout ça a été fait à la main parce que l'un côté par rapport à l'autre, par exemple ici, ces feuilles ont été oubliées. Ou ici, vous avez deux tiges qui se croisent, pas au même endroit. Ici, vous avez 4 fleurons, et là, il n'y en a que 3. Donc, on prend conscience que le peintre qui est intervenu avait un carton, qu'il a reproduit son modèle, avec quelques différences. Donc, une chasuble entièrement peinte à la main, c'est rarissime. Pour évoquer le patrimoine d'orfèvrerie des églises de Calvi, ce serait trop long, donc je vous en présenterai juste une pièce exceptionnelle, la pièce la plus précieuse. C'est un encensoir en argent du XVe siècle que j'ai moi-même sorti de la poubelle. Parce que le jour où j'ai inventorié les pièces d'orfèvrerie, avant de partir, j'ai avisé un carton avec des débris de choses cassées qui allaient partir à la poubelle. Et il y avait cet encensoir détaché en 2 morceaux, noir comme un pétard, parce que l'argent, ça s'oxyde, ça devient noir. En plus, il était noirci par la fumée de l'encens. Mais donc, j'ai dit au responsable de Calvi, vous savez, c'est certainement même la pièce la plus précieuse de toute la collection d'orfèvrerie. Donc, il a été nettoyé et protégé au titre des MH. Je vous montre par exemple un objet tout à fait similaire qui se trouve à Rome au Palazzo Barberini, qui est la Galleria Nazionale d'Arte Antico. C'est à Barberini le seul qu'ils aient, et il est en cuivre et bronze. Et le nôtre est en argent, quand même. Taratata. Alors, rapidement, un coup d'œil sur les pièces historiques de la collection textile de la cathédrale de Bastia. Cette chasuble qui a appartenu à Monseigneur Andrea della Rocca, qui a été évêque de Mariana Iaccia en résidence à Bastia, à partir de 1707 et qui est mort en charge en 1720. Voilà un détail de ces armoiries délicatement brodées. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans la collection d'orfèvrerie, on a un calice qui a la même provenance, sous le pied, modestement, égravé, vous avez un détail, les armoiries du personnage. Ces armoiries que l'on peut rapprocher de l'inscription funéraire qui se trouve dans le cœur de la cathédrale. Donc vous avez la version marbre, tissu, argent. Maintenant, on va aborder un autre évêque en poste à Bastia, Monseigneur Stéphanie, qui a été évêque très peu de temps, entre 1772 et 1775. J'ai eu l'extrême bonheur de retrouver son portrait qui se trouve dans une collection particulière à Bordeaux.
qui est identifié par la lettre qu'il tient à la main. Vous avez à côté les armoiries du prélat, que l'on retrouve là aussi sur son inscription funéraire qui se trouve dans la cathédrale de Bastia. J'ai eu la chance aussi de retrouver une partie de son service notable qui est dispersée entre diverses familles en Corse, à Bastia et dans le Quart Corse, où on retrouve les mêmes armoiries. Donc voici un ornement violet complet, brodé aux armes de Monseigneur Stéphanie, et donc c'est une pièce qui date des années 1772-1775. Très très luxueux. Voilà la chasuble devant derrière, avec un détail des broderies au fil d'or. La soie de fond étant elle-même lamée or et soie violette. Et un détail des armoiries brodées. Un ornement blanc de même provenance avec les mêmes armoiries brodées, vraisemblablement la même manufacture en plus, avec devant derrière la chasuble un détail de ce type de broderie très raffinée au fil d'or. C'est un truc qui esquinte les doigts, hein, parce que quand il s'agit de tirer des fils métalliques avec une aiguille, il faut se faire sacrément la corne. Un ornement rouge complet avec un détail voilà, de la chasuble devant derrière, et là aussi le détail sur les armoiries délicatement brodées dans le bas du dos. Monseigneur Stéphanie est mort trop tôt, il a bien fait parce que ça nous a laissé tout son vestiaire liturgique, merci. Il nous a laissé d'autres petites choses sympathiques, comme des mitres, des gants, ce qu'on appelle des sandales liturgiques, mais qui sont en fait des petits brodequins, et des bas brodés là aussi, donc des bas de soie brodés de fil d'or. Maintenant, un petit coup d'œil rapide sur les pièces d'orfèvrerie des églises bastiaises. Alors, capitale de la Corse à la période génoise, ce qui explique que malgré les révolutions, les guerres, les destructions, on a conservé quand même 329 pièces d'orfèvrerie dans les églises de la ville. Tout ça aussi est à mettre en perspective avec le fait qu'entre 1567 et 1900, on dénombre dans les archives pas moins de 64 orfèvres qui sont actifs dans la ville et qui donc viennent grossir la part de pièces d'orfèvrerie insulaires, enfin, de production locale, dans les sacristies proprement bastiaises. Un petit coup d'œil sur les pièces les plus bling-bling. Alors, les pièces à caractère historique, par exemple celui de l'ostensoir offert par le marquis Giovan Giacomo Grimaldi. Là, je sens que Michel Verger est en extase, et nous allons le voir partir en lévitation. Voilà. L'ostensoir qui est il y a une plaque sur le pied en argent vermeil, en argent doré, avec les armoiries des Grimaldi de Gênes, et il y a une inscription qui fait tout le tour qui dit que l'objet a été offert par Giovan Giacomo Grimaldi en 1754. C'est un personnage historique de très haute volée qui est devenu doge de Gênes. Donc là, vous l'avez 2 ans après, dans son habit de doge. Donc, une pièce tout à fait exceptionnelle. Parmi les pièces les plus exceptionnelles aussi, il y a 2 pièces portant les armoiries de Monseigneur Agostino Saluzzo, qui a été évêque de Maria Naiac en résidence à Bastia entre 1720 et 1747. Alors, les traits de Monseigneur Saluzzo nous sont connus, puisqu'il avait fait sculpter son gisant pour orner un somptueux tombeau baroque, le plus somptueux tombeau baroque de toute la Corse, qui se trouve dans l'église de la Masine. Et ce prélat
très raffiné, a offert à la cathédrale de Bastia un reliquaire pour mettre en exaltation un fragment d'os de sainte dévote, sainte patronne de la Corse. Donc, pièce extrêmement importante, tant pour la forme que pour le fond. Et sur le nœud du pied, les armoiries de Monseigneur Agostino Salus. Donc, il a offert aussi un ostensoir où, sur le nœud du pied, se trouvent gravées ces armoires. Donc, les pièces d'orfèvrerie du XVIIIe siècle, dans le corpus des pièces d'orfèvrerie bastiaises, cela représente en tout 153 objets. Et si on fait le décompte, il y a 65 objets qui sont de provenance bastiaise, 43 objets romains et 38 objets génois. Pour que vous donnez une image de ce que ça peut être, ce que recoupe cette réalité, voilà un ensemble de pièces génoises des églises bastiaises de différentes époques pour le XVIIIe siècle. Donc ça, ce sont des pièces génoises. Maintenant, voilà des pièces romaines, très chargées, je dirais, encore plus ornées que les pièces génoises. Et en comparaison, des pièces de production bastiaise, honorables, moins chargées, encore que quand on voit le sceau à eau bénite, où il n'y a pas un centimètre carré qui n'a reçu un décor, les orfèvres bastiais savent être d'excellents artisans. Voilà un petit zoom sur le meilleur, le plus grand, le plus prolifique, celui qui avait l'atelier le plus dynamique, qui a formé des élèves, Domenico Gigante, donc installé à Bastia et actif entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Il ne travaille pas que pour des églises, il travaille aussi pour les notables. Et si on va fouiller dans les tiroirs des belles demeures, on voit de l'orfèvrerie de table qui portent les mêmes poinçons. Donc là, vous avez un exemple voilà, la grande cuillère, c'est une cuillère à ragoût. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus longue. Elle est petite dans des cuillères à café, ce qui atteste déjà qu'on buvait du café à la fin du XVIIIe siècle à Bastia. Un exemple plus particulier, celui de l'orfèvrerie du comte de Cardi, avec ses armoiries gravées sur le manche. Et j'aime bien mettre en perspective les objets avec les gens qui les ont utilisés. Donc il faut imaginer que c'est la comtesse de Cardi avec ses 3 plumes d'autruche qui tournait son café avec ce type de cuillère. Ça me fait fantasmer, j'aime bien. Le 19e, alors le corpus, c'est 154 objets, et là aussi, on voit que, alors ce sont des objets de France continentale, 75 arrivent de Paris, non, 75 objets sont français, enfin de France continentale, 26 arrivent de Paris et 21 de Lyon, et on a encore quand même 67 objets de fabrication locale, et quelques petits objets continuent à venir d'Italie, essentiellement encore de Gênes, 10 d'entre eux, et d'Europe. Alors là aussi, un petit coup d'œil ensemble sur des pièces parisiennes. Les orfèvres ont été identifiés grâce au relevé des poinçons. Ça veut dire passer un certain temps dans les dictionnaires de poinçons aussi. Donc ça, ce sont les pièces parisiennes. Voilà, les pièces lyonnaises. Gros centre de production, parce que des soyeux de Lyon, donc les tissus liturgiques, donc en parallèle les orfèvres qui montent des grandes manufactures pour fournir les églises de France, de Navarre et de Corse. Les pièces bastiaises du 19e, alors avec nos orfèvres locaux, Giovanbattista Ferrari, Anton Maria Arena, Luigi Luo, Christophe Gigante et Gaetano Macchi. Un petit coup d'œil sur la production de Ferrari, voilà ce qu'il faisait. Antonio Maria Arena, bon orfèvre. Ignazio Gavi, que j'aime tout particulièrement. Finalement, dans les églises, on a peu de choses de lui. Ça, ce sont des bouts de
croix de procession. On en met à chaque bout de... Vous voyez, un Christ de procession. Les Italiens appellent ça les canti. Voilà, par contre, comme à Bastia, on n'a pas l'équivalent. Il a fallu que je trouve un exemple à Amour. Je crois que c'est une photo de Jean-Charles. Hein, ouais. Magnifique ensemble réalisé par Ignazio Gavi avec son petit poinçon IG sur le bas de l'écran. Et là aussi, si on va fouiller chez les gens, j'aime bien faire ça aussi. Si on va fouiller chez les gens, on trouve de l'orfèvre profane, comme par exemple cette paire de chandeliers à transformation. Alors ça, c'est très raffiné, parce que quand on a un grand dîner, on prend les chandeliers à transformation, on met 4 bougies et on dîne aux chandelles. Par contre, quand on va aller se coucher, on a besoin que d'une seule bougie, donc on enlève les 2 branches et on transforme le chandelier en bougeoir. Et on peut aller se coucher dans sa chambre avec sa chandelle. Une pièce très rare, avec aussi le même poinçon que tout à l'heure. Un petit coup d'œil sur la production de Cristoforo Gigante. Alors Cristoforo Gigante, et on est déjà dans le milieu du 19e, il va avoir une belle boutique à Bastia où il va proposer même des horloges, et même des horloges de parquet, où son nom est écrit sur le cadran émaillé, Gigante et Christophe, à Bastia. Alors je crois entendre déjà tous les Ajacciens me dire et nous, oui, il y a aussi des orfèvres à Ajaccio à cette époque-là. Donc j'en montre un juste pour qu'ils ne se sentent pas trop frustrés. Donc voici un calice réalisé par un orfèvre ajaccien, Stefano Neto, qui se trouve dans l'église de Santa Maria Sicché. Donc, petit coup d'œil aux pièces historiques des collections d'Ajaccio, de la cathédrale. On va s'intéresser à ce monsieur, Toussaint Casanelli d'Istria, évêque d'Ajaccio de 1833 à 1869, une belle carrière. Donc là, vous le voyez tout jeune, tout fringant, mais en 1869, il avait pris un petit coup de vieux, mais on avait la photographie. C'est quand même autre chose. Voilà, avant, après. Ça use. Donc voilà un ensemble rouge brodé à ses armoiries. Vous voyez que c'est une messe pontificale, ça avait de la gueule, hein, donc la chape brodée à ses armoiries, devant, derrière, les dalmatiques pour les acolytes, et la chasuble elle-même, somptueuse. 2 chasubles blanches, elles sont presque similaires, mais pas tout à fait. Regardez que le motif de broderie a entre là, alors que de l'autre côté, ce sont des rinceaux. Voilà. De l'autre côté, là aussi, c'est pareil, des rinceaux, alors que là, ce sont des entrelacs, mais les mêmes armoiries, vraisemblablement, la même manufacture, avec les dalmatiques blanches qui vont avec. Et puis, dans les placards, si on fouille, on trouve quelques mitres. Donc là aussi, identifiables grâce à leurs poinçons, leurs armoiries. Donc on farfouille dans les armoriaux pour savoir qui portait ce genre de mitre. Le voilà, Monseigneur Louis Olivier, qui fut évêque à Ajaccio entre 1899 et 1903. Voilà une autre mitre qui parle, puisqu'elle nous dit, elle nous montre les armoiries du propriétaire, on fouille et on trouve, cette fois-ci, c'est Monseigneur Jean-Baptiste Loza, le fameux Monseigneur Loza, évêque d'Ajaccio, assez récent finalement, entre 1938 et 1966. Et puis on trouve celle-ci, avec des armoiries qui ont résisté longtemps. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Mais quel est cet évêque? On pouvait chercher dans tous les évêques d'Ajaccio et de Corse, pas du tout.
C'est un évêque qui nous vient d'Algérie. C'est une mitre qui a appartenu à Monseigneur Léon Durand, évêque d'Oran, entre 1920 et 1945. Donc on peut imaginer qu'une nièce, un héritier, devait habiter Ajaccio et a offert la mitre de l'oncle à la cathédrale d'Ajaccio. Alors, on embraye sur quelques exemples concrets de pièces historiques exceptionnelles qui se trouvent dans les sacristies des champs, puisqu'on a vu les sacristies des villes. Je vous propose Iguizeta, sur la côte orientale. Une collection remarquable. Alors, je ne peux pas tout vous montrer, on va en choisir quelques-unes, avec des pièces du XVIIe et du XVIIIe siècle que vous pourrez envier de grandes églises. Alors, premier ensemble intéressant, un ensemble du XVIIe siècle, le voilà, l'ensemble vert, étonnant, parce que vous voyez qu'il s'agit d'un damas de soie à grand rapport, qui a gardé ses galons d'origine, mais surtout ce qui est frappant, c'est que c'est une pièce française. Elle a la croix dans le dos. Leur froid dorsal est en forme de croix. Nous, en Corse, à cette époque-là, nous n'avons que des orfroies linéaires. C'est ce qu'on appelle la chasuble romaine, chasuble de conception italienne. Donc ça veut dire que dans ce petit village, en plein XVIIe siècle, on fait venir une chasuble exotique du royaume de France. C'est intéressant. Après, je vous montre un modeste voile de calice. On n'y prête pas attention parce que tout a disparu. Il n'y a plus la chasuble, ni les manipules, ni les étoiles qui vont avec. Il reste que ce petit voile de calice du XVIIe siècle, typique de cette esthétique Louis XIVienne, avec des tulipes, si à la mode à l'époque, et surtout les franges bicolores du XVIIe. On n'en verra plus au XVIIIe, on fera des franges de fil métallique. Et bien, c'est même pas le devant de ce voile qui va nous intéresser, c'est la doublure. Et la doublure, ce n'est pas la doublure d'origine, elle a été changée. Elle a été changée avec une modeste cotonnade qui a remplacé la doublure de soie d'origine. Alors, on va la regarder d'un peu plus près. En fait, on se rend compte que c'est une indienne. C'est une toile de coton imprimée comme une estampe, avec plusieurs couleurs. Et on n'avait même pas un morceau suffisant pour la doublure, puisque vous voyez qu'il y a une partie, c'est deux bouts, c'est vraiment des tombées de tissu. Mais qu'est-ce que c'est que cette indienne? Cette indienne, c'est un vestige de ce fameux vêtement incontournable, le fameux mezzar, qui va copier le mezzar génois, et incontournable pour toute dame de Corse pour sortir dans la rue ces fameuses indiennes que l'on remonte sur la tête. Donc, femme de l'île de Corse, et une autre version bourgeoise de l'île de Corse allant en visite dans les années 1770. À Gênes, nous avions, en fait, c'est un usage génois qui arrive depuis le XIIIe siècle. Voilà les Génoises avec leurs fameuses indiennes, voilà, avec l'arbre de vie et ces témoignages visuels intéressants, ou dans les livres des costumes, voilà le costume traditionnel génois des années 1840, avec ces fameuses indiennes qui ont servi à faire rapiécer ce voile de calice. Donc, même cette petite pièce modeste nous en apprend beaucoup, parce que, à ma connaissance, pour l'instant, c'est le seul fragment de mezzar que j'ai vu de mes yeux. En Corse. Une chasuble armoriée extrêmement étonnante, de très belle qualité, avec des armoiries d'évêques au bas, beau tissu, armoirie connue. C'est le blason de la famille Strozzi. Grand florentin. Qu'est-ce que c'est? Monseigneur Strozzi. On n'en a aucun dans tous nos évêchés de Corse, aucun Strozzi.
Pourtant, il n'y a aucun doute à avoir, c'est bien le blason des Strozzi. Donc, on cherche un peu à l'Italie et on voit des choses comme ça. Monseigneur Luigi Maria Strozzi, évêque de Fiesole, entre 1716 et 1736, ça pourrait être à lui. Ou celui-ci, Monseigneur Alessandro Strozzi, évêque d'Ambria, puis après de San Miniato, ça pourrait être lui. Ou encore Monseigneur Leone Strozzi, évêque de Pistoia et Prato, et puis qui finira archevêque de Florence entre 1700 et 1703. Vous voyez le somptueux tombeau de marbre polychrome. Je n'ai pas la réponse. Donc ça fait partie des mystères mystérieux auxquels nous sommes confrontés régulièrement et qui trouveront peut-être un jour, je l'espère, une réponse, ou c'est un objet qui a été acheté d'occasion. Parce qu'il faut le savoir, il y avait un marché de l'objet d'occasion. Et ce n'est pas un cas isolé. Je vous montre un autre exemple. Ce calice extraordinaire, magnifique en argent, qui porte sur le pied le blason et une inscription en toutes lettres qui vous indique que le propriétaire de ce calice était Monseigneur Georgius Ciskiewicz, évêque de Samogiti en Lituanie, Pays-Baltes actuels. Quelle idée! Quand on regarde la carte, voyez où se trouve l'évêché de ce Monseigneur. La pièce elle-même porte le poinçon de Rome, donc ça a été fabriqué par un orfèvre romain et ça se retrouve intégré dans un trésor d'une église bastiaise. C'est une pièce vraisemblablement achetée d'occasion. Un autre exemple, à Penta di Casinga, un calice qui porte sous le pied l'inscription Fatto di elemosine e non si levi del convento di Pisa. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Effectivement, il a été enlevé, vendu, acheté, et maintenant il se trouve en Corse. Mais il a été conçu pour l'usage de ce couvent-là. Je vous emporte maintenant à Casalta. Casalta, avec une chasuble, elle aussi, qui porte des armoiries d'évêques. J'ai regardé toutes les armoiries de tous les évêques que nous avons eus dans l'île. Je ne vois pas à qui cela peut s'appliquer. Détail. Peut-être Monseigneur Teodoro Gennari, natif de Vicenza en Vénétie, qui a été évêque de Veglia dans l'actuelle Croatie. Pour l'instant, on ne peut pas en savoir plus. C'est une possibilité, un vêtement acheté d'occasion. Certaines communes de Corse ont préféré acheter des vêtements extrêmement luxueux et précieux d'occasion, plutôt qu'un truc neuf de moindre qualité. Pour une magnifique chasuble, face et revers. Voilà un détail des armoiries. Alors là aussi, on se jette dans les armoriaux et on cherche. Et on trouve le cardinal Franzone. Alors là, on se dit quand même, c'est un Génois, alors pourquoi pas? Voilà, même sa bouille, sa bonne bouille. Et dans la même église qui est grande comme ça, dans un village qui est grand comme ça, en Casinga, il faut le trouver, si on fouille dans le modeste placard de la momie, ils n'ont même pas de sacristie, c'est derrière le maître-autel. On trouve aussi un ostensoir à gloire rayonnante, et sous le pied, il y a une inscription qui nous dit que, effectivement, c'est une commande, enfin, c'est à l'usage de Giacomo, le cardinal Franzone, en l'année 1690. Donc là, c'est chasuble et ostensoir. Bel ensemble. Ce sont des pièces de musique qui se trouvent dans des petites églises fort modestes. Alors, on a des églises un peu moins modestes, comme Cervione. Alors, Cervione, on ne peut pas l'appeler véritablement une ville, c'est une commune, parce que l'INSEE nous dit qu'il y a un seuil de 2000 habitants pour parler d'une ville, et aux dernières nouvelles, il n'y a que 1777. Il faut encore un petit effort.
avant d'intégrer le cercle fermé des villes, donc la commune de Cervione, qui a une cathédrale, puisqu'elle a été le siège du diocèse d'Aléria. Donc, on y trouve des pièces luxueuses et extraordinaires, telle cette chasuble tout droit sortie du tout début du XVIIe siècle, avec en fait un motif qui a l'air d'être un motif ornemental. Non, pas du tout. Ce sont des monogrammes, ce sont des lettres entrelacées, comme on en faisait au XVIe siècle, au début du XVIIe. Alors, si on regarde toutes ces lettres, on pourrait arriver à faire Rivarola ou Morta, qui serait donc, on peut penser à l'évêque Domenico Rivarola ou à Giovanni Francesco Murta, qui ont été évêques dans ces bonnes années-là, 1609, 1610 et 1611, 1612. C'est l'un ou l'autre, a priori. Voilà une dalmatique aux armes de la famille impériale. Alors, effectivement, bingo, là, c'est bon. Monseigneur impérial, nommé évêque d'Aléria en 1653 et mort en 1674. Les armoiries correspondent, c'est bien. Et sur les murs, sur la façade du séminaire de Cervione, on trouve les armoiries de ce même évêque. Après, on trouve cette pièce magnifique, curieusement amputée. Pourquoi? Parce que on a pensé qu'il s'agissait d'un vêtement qui avait appartenu à Monseigneur Alessandro Sauli, qui est devenu saint. Donc, du coup, on s'est dit, on aimerait bien avoir des petits bouts des petites reliques. Donc, on a commencé par grignoter le bas de la... Voilà. Malheureusement, ça n'a jamais appartenu à Monseigneur Alessandro Sauli. Parce que les armoiries, là aussi, elles nous ont donné un petit peu de fil à retordre, parce qu'il se passe un truc très bizarre que je n'ai jamais vu ailleurs. En fait, ce sont des armoiries doubles, et vous voyez que la partie de droite, c'est cette espèce de donjon à 2 étages placé sous une étoile. Ce sont les armoiries de Monseigneur Ottavio Belmosto, donc, qui a été évêque en 1591, 1608, et qui va devenir après cardinal. Et par contre, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que les armoiries qui sont de l'autre côté? Est-ce que c'est la mère de Monseigneur Belmosto? Est-ce que ça ne peut pas être sa femme, en tout cas, ça c'est clair. Et bien, si on cherche, alors voilà, les armoiries de Monseigneur Belmosto qui se trouvent aussi sur la façade du séminaire, avec cette tour à 2 étages et cette étoile. Mais la partie de l'autre côté du blason, ce sont les armoiries de Camillo Borghese, qui est le plus connu sous le nom de Paul V. C'est le pape qui en a fait un cardinal. Donc, est-ce que c'est ça qui explique l'affection particulière qu'il a pour ce pape, jusqu'à le faire partager ses armoiries par moitié, en le mettant en avant d'abord? Enfin, c'est tout à fait amusant. Moi, je n'ai jamais vu des armoiries doubles, le pape et l'évêque, dans le même blason, dans le même cartouche. C'est étonnant. Donc, tout ça, ça nous permet une relecture du vêtement. On sait que ce n'est pas une pièce ayant appartenu à Alessandro Sauli, mais c'est une pièce quand même extrêmement intéressante. Rapidement, Morsilia, au bout du Cap Corse, une chasuble extraordinaire, face revers. On ne voit plus le tissu. Le tissu de base, vous ne le voyez pas. Ce n'est que de la broderie. C'est tellement brodé, même le fond est brodé. C'est complètement exceptionnel. Avec, là aussi, des armoiries Costa. Donc, c'est très vraisemblablement Antonio Costa, natif de Bastia, qui a été nommé curé de Morsilia en 1660. Donc, on est là dans le beau Louis XIV, où on est bien sous cette débauche de fleurs et cette polychromie éclatante. Voilà un détail qui vous permet de voir
qu'on ne voit à nul endroit la toile support. La meilleure, comment dirais-je, scientifique qui a étudié les textiles français, de France continentale, c'est Christine Haribault qui a sorti cet ouvrage-là. Et dans cet ouvrage, elle a pu inventorier une chasuble très proche aussi, entièrement brodée, qui peut être apparentée à l'exemplaire de Morsier. L'Ougnon, une chasuble très très brodée, là aussi avec des armoiries, les armoiries de l'évêque qui ont pu être identifiées, Monseigneur Antonio Martin d'Albega. Moïta, une chasuble magnifique, somptueuse, avec des armoiries d'évêques qui sont un mystère, pas identifié, avec un petit Hercule dans son berceau, surmonté d'aigle, pas identifié pour l'instant. Genturi, une pièce exceptionnelle brodée aux armes des comtes Preziosi, vraisemblablement Giovanni Antonio Preziosi. Là aussi, un calice portant les mêmes armoiries dans une chapelle du même village. Valle d'Orezza, des chasubles de 1740 offertes par le curé du village en 1740, ornements blancs, ornements rouges, ornements fleuris, et une chasuble portant des armoiries non identifiées. Donc je lance l'appel au peuple. Speloncato, le cardinal Savelli, natif de Speloncato, qui s'est fait construire une maison de vacances, une petite maison de vacances, et qui a offert beaucoup de ses parements à l'église dans laquelle il a été baptisé, donc avec ses armoiries. Donc là, ce sont des pièces du XIXe siècle. Et cette boîte extraordinaire en forme de colonne qui s'ouvre, donc en cuir rouge, avec ses initiales, et à l'intérieur un calice romain somptueux qui a appartenu à Monseigneur Savé. Corbar, ah ça c'est intéressant. Vite fait, une chasuble en pékin de soie Louis XVI, avec un tissu très particulier, avec des petits oiseaux qui se donnent une petite couronne. On retrouve ce tissu au Metropolitan Museum of Art de New York, et cette fois-ci pour réaliser une robe à la française des années 1770. Donc c'est tout à fait amusant de voir ce tissu qui peut faire des robes, des chasubles. Voilà, une vue de dos. Charmant. Bon, là, on a compris. Bon, j'accélère, oui, non, peut-être. À Gênes, une pièce exceptionnelle qui est une bourse de corporale brodée de perles en forme de tube de verre blanc. Eux, ils ont une bourse de corporale, nous, on a tout un ensemble à Corbar, donc la chasuble et les dalmatiques assorties, toutes brodées de perles blanches en tube, typiques des années 1620. Même édifice. Alors voilà, eux, au musée de la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, ils ont des fragments. Ce sont des pièces de musée. Donc, vous voyez, ils ont des fragments. Et bien, nous, on a un vêtement complet et en bon état. Toujours à Corbar. Je termine avec les pièces impériales. Ça, ce sont la partie qui redescend d'un baldaquin de procession. Regardez les petits médaillons qui se trouvent à la base des grands, avec les armoiries de l'Empire français. Ce sont des choses qui ont été offertes par Napoléon III à l'église de Corbar. On a encore la boîte d'expédition, envoi de Sa Majesté l'Empereur à la commune de Corbar. Erbaluga Brando, une chasuble aussi de provenance impériale, sous des broderies au centre de leur froid dorsal. Ce sont les armoiries de l'impératrice Eugénie.
donc l'Empire français et les Montijo de l'autre. Et si on regarde la doublure, donc de l'impératrice Eugénie. Voilà. Sangadino di Tenda, une autre pièce impériale dans son coffret avec les armoiries de l'impératrice Eugénie et le calice lui-même qui porte les armoiries de l'Empire et spéciale dédicace maintenant à Hélène Paoli Misaez, parce qu'on va lui parler de la région qui lui tient tellement à cœur, donc l'Alta Rocca, donc Zerubia. À Zerubia, une petite église grande comme ça, moche, une maison, une cabane à la façade toute plate, autre rien. On rentre, pas de tableau extraordinaire, mais une parure d'hôtel impériale qui mériterait d'orner une chapelle impériale. Parce que au pied de la croix, regardez, sur l'arbre de la croix, il y a un petit ornement, si on zoome, ce sont les armes de l'Empire, Napoléon III. Et si on zoome sur les pieds des chandeliers, on voit les armoiries de l'impératrice Eugénie. Voilà, c'est là-dessus que je termine.